Avec ce documentaire réalisé par Joseph Beauregard et Vincent Martini, et pour la première fois, 7 anciens secrétaires généraux de l'Élysée témoignent donc ici, vous venez de le voir, du rôle et du pouvoir de celui qui voit tout, entend tout, mais lorsqu'il est en fonction, ne dit rien ou presque, de son rôle auprès du chef de l'État. Vincent Martini est maintenant avec nous sur ce plateau de Débat-Doc, en compagnie de l'un d'entre eux. Bienvenue à vous, Vincent Martini. Vous êtes politiste, professeur à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, chercheur associé au CEVIPOF, qui est le centre de recherche de la vie politique de Sciences Po, et donc co-réalisateur de ce documentaire avec Joseph Beauregard. On va évidemment revenir sur ce qu'est le rôle de ce fameux secrétaire général de l'Élysée. Pierre-René Lemas, bienvenue. Merci, bonjour. Vous faites donc partie des 7 anciens secrétaires généraux entendus dans ce film, dans ce documentaire. Une fonction que vous avez exercée durant 2 ans auprès de François Hollande. C'était entre 2012 et 2014, autrement dit au début de son quinquennat. Vous êtes aujourd'hui le président de France Active, on va le rappeler, mouvement associatif de soutien aux entreprises et associations de l'économie sociale et solidaire. Et puis on vous doit entre autres ce livre, Des princes et des gens, ce que gouverner veut dire, un ouvrage disponible au Seuil où vous racontez, vous témoignez justement de ce qu'a été ce passage à l'Élysée en tant que secrétaire général auprès de François Hollande. C'est pas évident de vendre un film comme celui-ci, j'imagine, de proposer un film comme celui-ci, parce que finalement, ce qu'on découvre, c'est un homme de l'ombre, un homme secret. Comment vous est venue cette idée de parler du secrétaire général de l'Élysée avec ses témoignages, ses archives? Alors au départ, l'idée c'était de résoudre une énigme. C'est-à-dire qui est cet homme qu'on croit connaître, puisqu'on le voit sur le perron de l'Élysée, à chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, et que pourtant on ne connaissait pas. Et donc, c'est au départ une sorte de curiosité pour les coulisses. Moi, je commençais à m'intéresser sur un plan scientifique à la question des collaborateurs du pouvoir exécutif, qui était un sujet d'intérêt pour moi. Et du coup, très vite, je suis arrivé sur ce personnage dont j'avais eu l'occasion de discuter avec un des secrétaires généraux que j'ai interviewé et qui me disait, il y a beaucoup plus que l'homme du perron. D'ailleurs, je crois qu'il le dit dans le film, c'est Hubert Védrine. Il y a beaucoup plus, évidemment, dans ce rôle et ça vaut le coup de s'y intéresser. Je crois que ce film, vous l'avez proposé à France Télévisions dans un premier temps et qui était assez dubitatif. Oui, parce qu'il me disait, comment est-ce qu'on va faire pour réunir 7 personnes, 7 hommes d'un certain âge, en costard-cravate, que personne ne connaît, et comment on va faire pour les rendre intéressants, mais surtout comment on va faire pour les rendre distincts les uns des autres pour que les gens ne fassent pas de confusion. Donc un gros travail qu'on a fait avec le co-réalisateur, avec le monteur et le producteur, c'est d'essayer de réfléchir à vraiment assumer leur singularité, c'est de faire ressortir à la fois la singularité de leur expérience, mais aussi de leur conception de la République, de l'État, du service de la France et aussi de leur relation avec leur président d'une certaine manière. Et donc on voit là Pierre-René Lemas par exemple qui ouvre le film et qui le clôture. Et là je crois que chacun de ces personnalités interrogées ont réussi à mettre en avant, et c'est ma fierté aussi, on a réussi à le faire avec eux, ce qu'ils ont pu faire et pourquoi ils le voyaient de manière souvent très affective d'ailleurs. On va écouter un premier extrait du film. Ce sont vos prédécesseurs qui s'expriment sur les missions justement du secrétaire général de l'Élysée. Au minimum, le secrétaire général doit être informé de tout ce que fait la machine gouvernementale, l'appareil d'État, évidemment les collaborateurs du président. C'est une sentinelle parce qu'il protège à la fois le président de la République, c'est-à-dire l'exercice de sa fonction, mais même sa personne. Et puis le secrétaire général est aussi une vigie, il doit être attentif aux alertes, il doit être attentif à l'actualité, et cela dans tous les domaines. C'est un des postes exposés de la République, moins bien sûr que celui de président ou de Premier ministre, mais qui est sans arrêt face à des surprises, mauvaises surprises, des difficultés, des imprévus. Et donc, il faut bien dormir la nuit. On vient d'écouter successivement Hubert Védrine, Claude Guéant et Jean-Louis Bianco. C'est lui qui sera resté le plus longtemps d'ailleurs à ce poste dans l'histoire des secrétaires généraux de l'Élysée. Il sera resté 9 ans auprès de François Mitterrand. Il faut bien dormir la nuit, nous dit ici Jean-Louis Bianco justement. Elle est aussi harassante que ça, cette fonction. C'est comme ça que vous l'avez vécu vous aussi? Comme harassante, oui. Oui. C'est fatigant. Est-ce qu'on dort bien la nuit? Il vaut mieux. Oui. La réalité, c'est qu'on dort peu la nuit. Parce que comme il se passe quelque chose partout dans le monde et qui peut à un moment donné ou à un autre concerner le président de la République, il arrive aussi que dans la nuit, qui est courte, on soit réveillé parce qu'il se passe quelque chose à l'autre bout de l'univers. C'est vous qu'on contacte en premier lieu s'il se passe quelque chose à n'importe quelle heure et moment de la journée, avant évidemment de remonter l'information au président de la République. Voilà, c'est un peu ça la règle, c'est que
Le dernier, avant le président de la République, celui qui est prévenu, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui lui-même va prévenir le président de la République. De manière générale, ça se passe comme ça. Mais vous voyez, l'appareil d'État est assez compliqué. Donc, lorsqu'il se passe, je ne sais pas quoi, quelque chose dans le monde, c'est le Quai d'Orsay qui est informé, faut-il et dans quelles conditions prévenir le président de la République, c'est là où on vous appelle. Lorsqu'il se passe quelque chose, il se passe toujours quelque chose en France, que ce soit dans le domaine de l'ordre public ou dans le domaine des affaires plus générales, est-ce qu'il faut prévenir le président de la République? On appelle le secrétaire général. Donc, dans tout ce qui a été dit dans la définition du poste, moi j'aurais ajouté, c'est aussi une espèce de centre d'aiguillage, vous voyez. Alors, certains disent gare de triage. Moi, je dirais plutôt, voilà, c'est plutôt un aiguilleur du ciel. Il y a un moment, il faut regarder ce qui se passe dans l'appareil d'État, ce qui se passe dans la société, faire remonter au président de la République. Puis le président de la République, il n'est pas dans un univers éthéré. Hein. Lui-même a des canaux d'information directe, par ailleurs. Néanmoins, si j'ai bien compris, votre bureau se trouve au premier étage, là aussi où celui du chef de l'État. Il y a le fameux salon vert où se réunissent les conseillers avec le président. Et puis votre bureau, c'est le seul passage direct vers le chef de l'État. Même physiquement, vous êtes la vigie, la dernière vigie avant l'entrée dans le bureau du chef de l'État. Non, ça c'est une légende. C'est une légende. Il y a une possibilité d'entrer dans le bureau du président de la République directement par son secrétariat. Vous avez un hall dans lequel vous avez des huissiers qui sont là depuis toujours, qui sont des gens, des serviteurs de l'État depuis très longtemps avec des chaînes, voilà. Vous avez d'un côté le bureau du secrétaire général, de l'autre le bureau du président de la République. Et c'est vrai qu'il y a le salon vert, ce qu'on appelait autrefois le salon vert entre les deux. Et souvent, les visiteurs viennent voir le secrétaire général pour être conduits par lui chez le président. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est un peu une légende. J'allais dire, il y a beaucoup de secrétaires généraux qui attachaient une importance, à mon avis, excessive, mais c'est comme ça, au fait qu'il devait être le sas permettant au président de la République de ne recevoir que... Voilà, mais c'est pas vrai. En tous les cas, à mon époque, c'était pas vrai. Alors, vous racontez une anecdote dès la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est ce fameux voyage à Berlin qu'entreprend le chef de l'État au soir même de sa nomination à l'Élysée, de la prise de pouvoir de François Hollande à l'Élysée. Ce que ne vous racontez pas dans ce film, et que dans votre livre vous le faites, c'est que vous arrivez à l'Élysée le jour de la passation de pouvoir et vous découvrez qu'aucun ordinateur ne marche. Et je crois que tout est vide en réalité. Oui, il n'y a pas de papier non plus. Il y a tout à faire. Il y a à peu près tout à faire. Ça, c'est une tradition française que le prédécesseur ne laisse rien dans le bureau, y compris même le système informatique. C'est une tradition française qui remonte à la fin, au début de la Troisième République, qui est absolument aberrante. Hein. Ouais. Parce que même quand les gouvernements sont de la même majorité, c'est la même chose. C'est vrai des cabinets ministériels, c'est vrai de l'Élysée. Vous arrivez, je vais vous dire comment ça se passe, vous avez un entretien avec votre prédécesseur, puis après, vous installez et vous découvrez avec stupéfaction qu'il faut refaire marcher le téléphone, il faut refaire marcher l'ordinateur et il faut aller chercher des ramettes de papier. Voilà, c'est une tradition tout à fait franchement absurde. Je trouve que l'usage républicain, ce serait plutôt de laisser des éléments d'information à son successeur écrits. Mais vous voyez bien que si on laisse de l'écrit, ça reste. Donc pendant que François Hollande remontait les Champs-Élysées en 2012 sous la pluie, vous étiez en train d'installer l'informatique du côté de l'Élysée et vos propres équipes à l'Élysée. Alors il y a plusieurs moments forts. Les nominations, ça c'est vraiment c'est central, visiblement, pour ceux qui occupent cette fonction. Et puis ce jeu de cours qui en permanence revient dans ce que nous raconte ceux qui ont témoigné dans votre film. Oui, absolument. Les nominations, elles expliquent aussi le jeu de cours. C'est-à-dire que le secrétaire général, plus ou moins en fonction des personnalités, de la proximité entre le secrétaire général et le président, participe à la réflexion autour de la composition du gouvernement. On a coutume de dire que c'est un jeu qui se joue essentiellement entre le président et le Premier ministre, c'est vrai, mais on oublie cette fonction très importante du secrétaire général, qui donc va discuter avec le président et qui va avoir toute une série de fonctions. D'abord, lorsqu'il s'agit d'un premier gouvernement, comme ça a été le cas pour Pierre-René Lemas, il réfléchit au brainstorming. Qu'est-ce qu'on veut dans le gouvernement? Là, ceux qui sont déjà imposés par le parti, ceux qui sont des proches du président. Mais il y a aussi toute une série de places vacantes sur lesquelles on a besoin soit de techniciens, soit de gens qui viennent d'ailleurs, pour donner une sorte de diversité qui soit à la fois géographique, celle des partis dans la coalition du Parlement, celle parfois de l'équilibre des genres, évidemment, puisque par exemple, le quinquennat de Hollande a été un des premiers à faire une parité parfaite dans les ministères. Donc c'est un peu un architecte du gouvernement, en accord
avec le chef de l'État et peut-être le Premier ministre. Ah oui, et le Premier ministre, bien sûr. Et dans un deuxième temps, quand il y a un remaniement, il a une mission un peu plus délicate parce qu'il est aussi chargé, par exemple, de tâter le terrain sur des ministres qu'on aimerait bien nommer, dont on n'est pas sûr qu'ils sont d'accord, soit parce qu'ils viennent de la société civile, soit parce qu'ils viennent parfois de partis un peu différents, soit parfois, et c'est plus difficile, de dire à certains ministres qu'ils ne seront plus au gouvernement dans quelques heures. Hein. Et donc ça, c'est aussi une des fonctions diplomatiques du secrétaire général de l'Élysée, un peu de lisser tout ça, parce que le président, c'est pas lui, évidemment, qui décroche son téléphone. On va écouter Hubert Védrine, il nous parle de ces fameuses nominations. Une chose qui m'a frappé dans cette longue période de nomination, c'est qu'il y a quand même des lobbies que je ne nommerai pas, mais bon, qui existent. Donc c'est arrivé que je reçoive 15 coups de fil dans les 2 jours. Disons, il est question de remplacer un tel, c'est une mauvaise idée. Mais comment le savez-vous? Je le sais, bon, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a dans l'appareil d'État différents lobbies qui s'organisent à un moment donné pour protéger un tel, imposer un tel, si cela. Bon, c'est là où il faut quand même que l'État garde la capacité, les décideurs en dernier recours dans l'appareil d'État, la capacité de ne pas être trop soumis à ça. La soumission au lobby, vous l'avez senti d'une manière ou d'une autre lorsqu'il a été question de nomination. Alors, nomination à un poste dans l'appareil d'État, dans la haute fonction publique, ou nomination peut-être au sein d'un gouvernement. Oui. Non, les lobbies, ça existe. Oui. Je ne peux pas vous dire que ça existe pas. Ça a même surpris Hubert Védrine, visiblement. Ouais. À ce point-là, Non, dit-il. je ne sais pas, j'avais fait beaucoup de cabinets ministériels avant, donc je n'étais pas trop surpris par les lobbies. Donc l'expérience vous a peut-être aidé en venir. Non. Les nominations, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein, il faut quand même le dire. Dans la composition d'un gouvernement, la première question qui se pose, ce n'est pas le casting. Je dis ça parce que ces derniers temps, il m'a semblé qu'on parlait beaucoup de casting dans la composition des gouvernements. Mais ce n'est pas le casting l'essentiel. L'essentiel, c'est comment va être constitué le gouvernement. Comment va être constitué le gouvernement? Est-ce que les transports vont avec l'équipement, qui vont avec l'écologie et qui vont avec l'énergie? Vous voyez, c'est comment ça marche? Est-ce que la décentralisation est avec le ministère de l'Intérieur ou est-ce qu'un ministère comme aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle, des relations avec les collectivités territoriales? Donc ça, c'est la première question qui est importante parce que c'est le signal politique, en fait. Après, vous faites le casting. Et là, la règle du jeu, telle que je l'ai vécue, et c'est la Constitution, c'est que c'est le Premier ministre qui fait les propositions, puis après, il en parle avec le Président. Et après, vous avez en effet le secrétaire président général. vous en parle. Voilà. Après, le secrétaire général est associé. On peut dire oui, mais non, mais voilà. Voilà. Donc la composition du gouvernement, à la fin des fins, elle revient au président de la République, en tous les cas en régime de fonctionnement classique des institutions, hors cohabitation et hors étrange période d'aujourd'hui. Le secrétaire général y est associé. Et puis après, vous avez toutes les nominations dans l'appareil d'État et ailleurs. Oui. On nomme des patrons d'entreprises publiques, on nomme des directeurs généraux. C'est là où les fameux lobbies peuvent intervenir, peuvent essayer de faire pression. Les lobbies interviennent, oui. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que j'écoutais pas. Donc, les lobbies, je les écoutais pas. Et donc, vous aviez des noms en tête, vous les soumettiez à François Hollande, vous soumettiez une shortlist, mais oui, l'initiative vient plutôt de vous dans ce cas-là. Elle vient de moi, elle vient de la directrice de cabinet. À l'époque, j'avais une directrice de cabinet auprès du président de la République. Elle vient des ministres. Oui. Elle vient des ministres. Hollande avait une conception très parlementariste du fonctionnement des institutions. En tous les cas, à l'époque où j'y étais. C'est-à-dire le rôle du Premier ministre, l'article 20, devait vraiment être préservé. Et donc, on veillait à ce que les propositions remontent de l'appareil gouvernemental. Vous savez, quand un ministre est ministre, il a auprès de lui des directeurs d'administration centrale, il vaut mieux qu'ils s'entendent bien. Et alors, c'était pas la vision de Claude Guéant, on va l'écouter et on en parle juste après, parce que lui, ça aurait été une exception à la règle non dite de la discrétion absolue du secrétaire général de l'Élysée lorsqu'il est en poste. Rompant avec toutes les traditions, Claude Guéant intervient dans les médias pour porter la parole présidentielle en lieu et place des ministres. Une première dans l'histoire de la Ve République. Est-ce que, en parlant ici, vous représentez le chef de l'État? Est-ce qu'un ministre peut s'exprimer sans avoir votre aval? Est-ce que vous avez un rôle politique de ce fait? Oui, bien sûr. Alors, Nicolas Sarkozy et son secrétaire général de l'époque, Claude Guéant, avaient une vision tout autre que celle que vient de nous dépeindre à l'instant notre invité présent sur ce plateau. Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'était qu'à partir de 2007, il y a un changement de conception d'abord de la présidence de la République et du rôle du président, qu'on a nommé sous le nom d'hyperprésidence ou du tournant hyperprésidentiel à la suite de
du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire le président de la République considère qu'il doit être en première ligne sur toutes les décisions politiques parce qu'il est politiquement responsable en dernier recours, étant le seul acteur politique élu directement au suffrage universel direct. Et il va étendre cette présidentialisation au pouvoir de son cabinet. Il augmente les ressources de pouvoir de son cabinet, c'est-à-dire qu'il considère que ses collaborateurs, et avant tout le premier d'entre eux, le secrétaire général de l'Élysée, doit pouvoir porter la parole présidentielle puisque c'est lui qui décide. Dans cette conception, le Premier ministre n'est qu'un collaborateur. C'est comme ça qu'il avait d'ailleurs appelé François Fillon. On s'en souvient, François Fillon n'avait pas beaucoup apprécié. Mais les 2 premières années ou 3 premières années du quinquennat Sarkozy, c'est une marginalisation du Premier ministre. Et dans ce contexte, qui prend cette place laissée plus ou moins vacante par le Premier ministre? C'est Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, qui va donc porter cette parole dans les médias et alimentant finalement une sorte de tension extrêmement grande du gouvernement et du chef du gouvernement qui va se considérer comme directement mis en cause par le pouvoir du secrétaire général, jusqu'à à la fin dire à Nicolas Sarkozy, c'est simple, si tu veux que je reste Premier ministre, il faut que Claude Guéant arrête d'être secrétaire général de l'Élysée. Et à ma connaissance, c'est pour cette raison que Claude Guéant sera ensuite nommé ministre de l'Intérieur, donc il quittera le secrétaire général. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire que Claude Guéant aura été celui qui aura exercé le plus de pouvoir dans cette fonction précise qui est celle de Alors c'est très intéressant parce que Claude Guéant, je lui ai posé cette question lorsque je l'ai interviewé pour le film, et il m'a dit, mais j'ai eu ce pouvoir parce que je m'exprimais dans l'espace public, mais en réalité, lorsque je vois Alexis Kohler, le nouveau secrétaire général de l'Élysée d'Emmanuel Macron, il est beaucoup plus interventionniste encore que je ne l'étais. Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy avait demandé à Claude Guéant d'adresser des lettres de mission au ministre, des lettres de résultats, en disant « Vous devez vous engager à des résultats, si vous ne les avez pas, moi je vous débarque ». Et nous disait Claude Guéant, en réalité, ces lettres de mission, on les a faites, mais on ne les a pas vraiment suivies. Lui disait, Alexis Kohler, regardez sa pratique, même si elle est beaucoup plus discrète que la mienne, on le sait, Alexis Kohler ne dit rien en public, mais elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus affirmée dans la façon d'imprimer son autorité sur le gouvernement. Alexis Kohler, qui ne figure pas dans ce documentaire, il y a une raison à ça? On l'a contacté, il ne nous a jamais répondu. Je crois fidèle aussi quand même à ce qu'ont compris les secrétaires généraux qui ont succédé à Claude Guéant. Là, on peut demander à Pierre-René Lemas, c'est-à-dire parler n'est pas toujours une bonne idée pour un secrétaire général de l'Élysée. C'est une très mauvaise idée même. Alexis Kohler qui a fait le premier quinquennat auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron, à ce poste, et qui a également commencé le second à ses côtés. Apparemment, vous avez eu des consignes à votre arrivée, c'est de faire de l'anti-Guéant, et vous dites quelque part, j'étais un nobody. Ouais, non, j'ai pas eu de consigne de faire de l'anti-Guéant. J'ai eu des consignes. Il y a eu un traumatisme Guéant Non, d'autant qu'entre mon arrivée et Claude Guéant, il y a eu un secrétaire général. Il y a eu un secrétaire général. Il s'appelait Xavier Muscat, qui est un garçon de grande qualité qu'on n'a pas beaucoup vu dans les médias. On vous a quand même demandé de faire de l'anti-Guéant? Non, on m'a demandé de ne pas communiquer. On m'a demandé de revenir à la tradition, ce qui était bien mon intention. La tradition, c'est un secrétaire général, il fait son job, c'est l'homme du président, il dépend du président. Il est nommé par lui, il n'a pas de fonction publique au sens de fonction ostentatoire, et il doit faire son job, si j'ose dire, il doit exercer sa mission dans l'ombre et dans le secret. C'est ma conception. C'était la conception du président Hollande, ça a toujours été la mienne. Vous savez, j'étais un vieux collaborateur, Bois de Pierre Jox, qui disait « il n'y a pas de cabinet, ça n'existe pas le cabinet. Il y a le ministre, il existe, il a une responsabilité politique, il y a l'administration, elle existe, sont nommés Conseil des ministres, voilà, il y a des directeurs d'administration centrale, puis entre les deux, à l'Élysée, comme à Matignon, comme dans les ministères, il y a ce sas intermédiaire entre le politique et l'administratif qu'on appelle les cabinets. À l'Élysée, ça s'appelle le secrétariat général. Quelle est sa légitimité? Il n'a d'autre légitimité que celle que lui donne le président de la République. Moi, je considère que c'est une faute, une erreur. En tous les cas, on se trompe de constitution lorsque le secrétaire général devient une espèce de chef d'état-major au sens du chief of staff du président des États-Unis. On n'est pas aux États-Unis, on est dans un régime parlementaire avec évidemment la dimension présidentialiste que tout le monde constate depuis des années. Et d'autant que sur ce sujet, le secrétaire général de l'Élysée, il faut bien le comprendre, son décret de nomination ne s'assortit d'aucune précision sur ses attributions. C'est-à-dire que... Ça n'a aucun statut juridique. Aucun statut juridique. Aucun. Et aucun contrôle d'ailleurs. Aucun contrôle. C'est-à-dire que même, on va même dire que l'espèce de situation dans laquelle le président de la République lui-même est pénalement irresponsable s'étend à tout son cabinet, et y compris au secrétaire général de l'Élysée, qui, encore une fois, s'il commettait une faute très grave, serait
mis en cause, mais comme il n'existe pas, ça laisse une latitude extrêmement grande, mais ça alimente aussi des fantasmes de tous ceux qui disent il y a un cabinet noir. Alors, dans l'histoire de France, parce que les secrétaires généraux de l'Élysée, le premier a été nommé sous le Second Empire, sous la Troisième République, il y a une longue construction, mais comme le président était beaucoup moins puissant qu'aujourd'hui, évidemment son secrétaire général aussi, et c'est à partir de la Ve République que, d'abord, un très proche du président de la République, de Charles de Gaulle, mais qui avait une conception du secrétaire général comme un aide de camp, d'ailleurs il avait choisi son propre aide de camp comme premier secrétaire général de l'Élysée, et bien progressivement ce rôle va s'affirmer, et il va aussi s'affirmer politiquement. Et là, il y a vraiment un tournant, non pas avec Nicolas Sarkozy, mais avec François Mitterrand. C'est-à-dire Pierre Bérégovoy, et on ne le sait pas beaucoup, a été un très bref secrétaire général de l'Élysée, mais c'est lui qui a fondé toutes les règles. Le tout premier secrétaire général de l'Élysée. De François Mitterrand. Et il a posé toutes les bases de fonctionnement du secrétariat général de l'Élysée, mais aussi d'un secrétariat général de plus en plus politique. C'est-à-dire qui doit avoir un rôle à la fois administratif, mais aussi un rôle politique auprès du président. Et donc, progressivement, on va voir, d'ailleurs, vous êtes une des exceptions, que les anciens secrétaires généraux de l'Élysée, eh bien, vont devenir soit ministres, soit président du Conseil général, soit maire. Et on assiste à une majorité, quasiment 60% des anciens secrétaires généraux de l'Élysée, eh bien, vont faire de la politique active après avoir quitté ces fonctions. Ouais. J'en profite pour dire, il y en a eu 3 qui sont devenus Premier ministre. Dominique de Villepin, Pierre Bérégovoy, vous l'avez cité, Édouard Balladur, on l'oublie, auprès de Georges Pompidou. Il y en a même qui sont devenus ministres aussi, Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, Claude Guéant, Philippe Bas, voilà. Donc ça donne accès à une promotion ministérielle, voire un accès à Matignon, cette fonction. Adjoints, Jean Castex, adjoint, secrétaire général adjoint sous Nicolas Sarkozy, Premier ministre. Et puis il y a un jeune adjoint de M. Lema qui est devenu président, c'était M. Macron. C'était M. Macron. Il fallait bien qu'il y ait un secrétaire général de l'Élysée qui reste discret pendant que le secrétaire général adjoint prenait progressivement la lumière. L'une des nominations que vous avez eu à piloter, alors c'est pas vous qui avez tranché, j'imagine que c'est le chef de l'État, mais Emmanuel Macron, c'est vous qui le proposez comme secrétaire général adjoint à l'Élysée. Ouais, voilà un exemple de proposition. Vous savez, quand vous êtes nommé secrétaire général de l'Élysée, ou qu'on pressent que vous allez être nommé secrétaire général de l'Élysée, le président de la République vous dit forme une équipe, quoi. Voilà. Donc on forme une équipe, donc c'est incroyable le nombre de copains que vous avez à ce moment-là, c'est tout à fait étonnant. C'est ce qui ressort de ce film aussi. Voilà. Nombre de gens qui vous adorent et qui ont envie de travailler avec vous. Bon, et parmi les gens dont on me recommandait les mérites, il y avait effectivement Emmanuel Macron, qui était brillantissime et que j'ai proposé comme adjoint au président de la République. Alors, on n'arrive pas n'importe comment à ce poste, bien évidemment. Sciences Po, ENA, c'est un peu la voie d'or qui est décrite aussi dans ce documentaire. Lorsqu'on regarde les profils, vous avez été préfet à plusieurs reprises, par ailleurs. Vous avez fait des cabinets ministériels, préfet en Corse, préfet en Lorraine. Et il y a une proximité aussi avec François Hollande. C'est la promotion Voltaire de l'ENA. C'est la même que François Hollande. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une proximité. Non, mais je le connaissais avant. Vous le connaissiez avant. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était quelqu'un que vous connaissiez bien. Et il y a une dimension affective dans ce poste qu'on voit transparaître à travers un certain nombre de personnages, de ceux qui sont interrogés. Et on se demande où est la frontière, si vous voulez, entre l'affectivité qu'on doit mettre dans ce poste et ce qu'est cette fonction, l'épure de cette fonction. Est-ce que vous avez eu ce problème avec François Hollande, vous qui le connaissiez bien? Moi, je le connaissais bien, il me connaissait bien. Non, j'ai pas eu ce problème. J'avais pas avec lui des relations d'amitié très proches, intimes, comme Pierre Jouyet, comme mon successeur Jean-Pierre Jouyet. Mais on avait des relations très cordiales. Vous savez, il faut un peu d'expérience administrative. C'est vrai que moi, j'étais déjà un vieux préfet. J'avais fait beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de directions d'administration centrale. Une sensibilité politique. On ne peut pas faire ça, ce type de fonction dans la République, si on n'est pas de la même sensibilité que le président. C'est impossible. Il faut se comprendre. Et puis, il faut une certaine C'est la complicité intellectuelle, ça. Voilà, la complicité intellectuelle. Puis, il faut une certaine complicité, j'allais dire, interpersonnelle. Le président de la République, en pratique, vous disiez, il y a un bureau d'un côté, un bureau de l'autre, et puis un bureau couloir au milieu. Il rentrait dans mon bureau à toute heure du jour et de la nuit, et je me permettais de taper à sa porte à n'importe quelle heure. Ça permet d'avoir une espèce de complicité quotidienne, de la vie quotidienne. On finit par se comprendre au regard, en réalité. Et ce type de relation, je ne sais pas le qualifier, mais il faut les trois. Il faut de l'expérience, si possible un peu de compétences, il faut une complicité intellectuelle, et puis il faut des relations humaines cordiales. Alors vous avez des dossiers difficiles à gérer.
qui concernait peut-être plutôt d'ailleurs les tabloïds que la vie de l'État français. Valérie Trierweiler, la séparation entre le chef de l'État de l'époque et Valérie Trierweiler, ça, voilà, là il y a quand même un degré d'affectivité à mettre dans la gestion de ce type de dossier. Et j'imagine, c'est sans doute pas celui que vous avez préféré, ça. C'est pas celui que j'ai préféré. Mais vous avez effectivement, quand vous avez une histoire comme ça, ou un événement, l'événement privé me regarde pas. Ouais. Là, on est dans la sphère privée. Voilà, l'événement privé me regarde pas, et j'ai rien à en dire. Les répercussions que ça peut avoir sur la vie publique, d'une manière ou d'une autre, forcément, on est obligé de regarder. Et donc, il faut essayer de gérer ça avec le plus de doigté possible, même si à la fin des fins, c'est le président qui tranche. Hein. Mais voilà, je n'avais pas de track record en matière de relations humaines de cette nature. Alors, une dernière question, je vous donne la parole tout de suite après. L'affaire Cahuzac, ça fait partie des dossiers que vous avez gérés. Vous en témoignez d'ailleurs dans ce film. J'ai quand même du mal à croire qu'à aucun moment, de l'endroit où vous vous situez, vous n'aviez pas les moyens d'obtenir l'information et la vérité sur ce qu'était le cas Cahuzac. Votre question fait la démonstration du fantasme autour du secrétaire général. C'est-à-dire, c'est un homme qui est au sommet du pouvoir, donc là-haut, on sait tout, quoi. Là-haut, on ne sait que ce qu'on sait, dans le cadre de la République telle qu'elle est. On n'est pas un empire policier, au sens Napoléon III du terme. Non, on ne savait pas. On savait pas. Et d'ailleurs, si je l'avais su, si le président de la République l'avait su, si quelqu'un en haut de l'appareil d'État l'avait su, vous pensez bien que ça n'aurait pas eu lieu. Et donc, il y a un paradoxe à dire, à la fois, il devait bien le savoir. Et pourquoi ont-ils mis autant de temps à demander à Cahuzac de quitter le gouvernement? Vous voyez, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et pour moi, ça reste un moment très, très douloureux, en réalité. Vous souhaitiez réagir à ce qui a été dit? Non, sur la question des rapports personnels, d'abord, il faut voir que la plupart des secrétaires généraux de l'Élysée que nous avons interviewés correspondent à deux types de relations. À la limite, j'allais dire que vous êtes une sorte d'exception. Soit les gens sont vraiment des proches du président de la République, soit qu'ils l'étaient avant. Hein, c'est Claude Guéant, qui est le collaborateur de très long cours de Nicolas Sarkozy lorsqu'il devient son secrétaire général. Soit c'est le cas évidemment de Jean-Pierre Jouyet, qui se définit lui-même et est défini par François Hollande comme son meilleur ami. Alors même, je le rappelle, que Jean-Pierre Jouyet avait été ministre d'un gouvernement Fillon, c'est-à-dire un ministre de droite. Donc c'était compliqué pour lui. D'ailleurs, Jean-Pierre Jouyet le disait avec beaucoup d'humour dans l'interview qu'il me donnait, c'est qu'il disait « Moi, je n'avais pas de problème avec les conseils du président. Je n'étais pas de la même sensibilité qu'eux. Je parlais en défendant le président parce que c'est mon ami, et en faisant mon travail parce que je connais le rouage de l'administration. C'est ce que vous rappeliez, l'importance de connaître la machine de l'État qui est décisive. Ça, c'est une première catégorie. Et puis, vous avez une deuxième catégorie de gens qui ne connaissaient pas forcément le président, ou qui le connaissaient comme ça, sans avoir de lien d'amitié. C'est peut-être... Vous êtes un peu entre les deux. C'était le cas de Jean-Luc Bianco, qui ne connaissait pas du tout le président, qui était un collaborateur, et puis qui devient secrétaire général de l'Élysée à sa propre surprise. Et qui va, au fur et à mesure de la relation avec le président, établir des rapports qui ne seront jamais intimes, mais qui vont quand même le conduire parfois à faire face à, si ce n'est des dilemmes, en tout cas des situations comme Hubert Védrine, autour par exemple de la fille, Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire? Comment est-ce qu'on interagit avec un président lui-même très secret? C'est le cas de M. Salabarou, qui a été le secrétaire général de Jacques Chirac, jusqu'à épouser la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, et qui dit « Pour Jacques Chirac, je me serais ouvert le ventre ». C'est la formule qu'il utilise dans notre documentaire. Donc on voit ici un mélange de deux choses qui fait qu'à la toute fin quand même, souvent, les secrétaires généraux ont une histoire qui est une histoire professionnelle, mais une histoire aussi personnelle, souvent affective avec le président, et qui donne la singularité de cette charge, je crois, qui est différente de tous les hauts fonctionnaires dont on a parlé, ceux qui sont nommés dans le décret présidentiel. C'est qu'ils sont à la fois des gens qui vont passer des années totalement au service de la République, mais aussi au service d'un homme. C'est pour ça qu'on a appelé le film « L'homme du président ». Est-ce que ce film donne la réalité de ce poste et le pouvoir réellement effectif de ce poste? Est-ce qu'il ne surrévalue pas un tout petit peu ce qu'est la réalité du pouvoir de ce poste? Parce qu'en sortant de ce film, on se dit que c'est presque un vice-président ou un vice-premier ministre. Je trouve que le film est plus nuancé que ça. Mais non, le président de la République, même s'il est une qualité exceptionnelle, le cas échéant jupitérien, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'il ait autour de lui des collaborateurs qui sont un peu ses pseudopodes,
permettent de savoir ce qui se passe dans la société, qui permettent de dire ses consignes aux ministres ou au Premier ministre, qui permettent de vérifier la cohérence de l'action du gouvernement. Il ne peut pas faire ça tout seul, le président de la République. Et je crois qu'il y a une cinquantaine de collaborateurs à l'Élysée. Hein, mais justement, je ne parle pas des affaires internationales ou des affaires militaires. Hein, et moi, j'ai vécu, par exemple, la guerre du Mali. Voilà. Donc, il faut bien qu'il ait autour de lui des collaborateurs. Et il faut qu'il y ait un chef d'état-major qui pilote l'ensemble de ses collaborateurs et qui soit suffisamment en confiance avec le président pour orienter les choses. Voilà. Et donc, le rôle du secrétaire général, c'est ça. C'est un rôle important. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un rôle politique. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un rôle nécessaire et utile dans la République. Ce serait inexact. Mais ça ne se confond pas avec le fonctionnement normal des rouages institutionnels. Le secrétaire général, ce n'est pas le président bis et ce n'est pas non plus le Premier ministre bis. Et c'est même toute la difficulté de l'exercice. C'est comment jouer ce rôle entre le président de la République et l'ensemble des responsabilités qu'il a sur les épaules, et le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement, qui est responsable aussi devant le Parlement, et qui pilote un attelage ministériel. La difficulté, c'est ça. C'est moins de faire que de faire faire. Et ce faire est un exercice assez complexe et qui prend du temps. Ce qu'on essaie de dire dans le film, c'est pas que du tout que le secrétaire général est un Premier ministre bis ou un président bis, ça je partage complètement votre analyse, mais il a quand même un double pouvoir. Et ce pouvoir, il est non négligeable. Il a un pouvoir d'abord administratif, puisqu'il est le chef de l'administration, celui vers qui toutes les décisions remontent. À ce titre-là, il prend un certain nombre de décisions, comme vous le disiez, que le président n'a pas le temps de prendre, dont il considère que le président lui faisant confiance, il peut les prendre. Ce sont des décisions qui parfois pouvoir organisationnel. Organisationnel énorme. En revanche, peut-être que la question se porte sur le pouvoir politique. Vous reconnaissez que cette fonction a une dimension politique. Là où je vois un deuxième pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui est lié à la proximité avec le président, proximité géographique, comme vous l'avez dit, de travail au jour le jour, et qui de fait est un pouvoir politique. Ce n'est pas un pouvoir politique comme le Premier ministre, il ne le nomme pas directement, il n'a pas un pouvoir d'apparaître, etc. Mais c'est un pouvoir de l'ombre qui est tout à fait considérable. Mais je dirais, et c'est pour finir, ce qu'on a voulu dire dans ce film, c'est que plus un président a une conception extrêmement forte du pouvoir exécutif, plus de ce fait, le secrétaire général de l'Élysée participe de la même trajectoire. C'est le cas du secrétaire général de l'Élysée actuel, dont je pense qu'il a beaucoup de pouvoir. C'est beaucoup moins le cas, peut-être, de secrétaires généraux comme vous, qui étaient avec un président qui avait une conscience plus aiguë du Parlement et des contre-pouvoirs. Donc, en d'autres termes, plus finalement le président a un pouvoir qui est modéré, qui est contrôlé, et plus le secrétaire général est un homme comme les autres. Plus c'est l'inverse, et évidemment, plus c'est un homme exceptionnel, mais aussi dans le bon et dans le mauvais côté. Mais vous voyez bien la difficulté quand même pour le secrétaire général, parce qu'il n'y en a qu'un qui a choisi d'être en même temps un homme public, dans les médias, tout ça. On voit bien la difficulté de trouver une frontière entre le rôle du secrétaire général et le rôle du Premier ministre. Et on voit bien ce qui a amené quelques constitutionnalistes à dire écoutez, supprimons le poste de Premier ministre. Le secrétaire général de l'Élysée suffira à tout. Et ça correspondait aussi à la mise en place et l'arrivée du quinquennat dans cette 5e République. Un grand merci vraiment à tous les deux. Après votre documentaire consacré donc à l'homme du président, les secrétaires généraux de l'Élysée. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Félicité Gavalda et Victoria Bellé m'ont aidé à préparer, comme à l'accoutumée, cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.